Après le succès du numéro hors série de Valeurs Actuelles intitulé L'Histoire interdite, Arnaud Folch vient nous présenter L'Histoire interdite, volume 2. Et nous en parlons donc tout de suite avec celui qui est le directeur délégué de la rédaction de Valeurs Actuelles. Arnaud Folch, bonjour. L'idée est de toujours tracer un chemin à rebours de l'histoire officielle ? C'est le but et c'est ce qui a fait la réussite du premier numéro qui a été tout à fait exceptionnel, une grande réussite en kiosque, due en partie effectivement à la gentillesse que vous aviez eue de m'inviter à l'époque, et un certain nombre de sujets avaient effectivement fait un peu polémique, puisque nous n'hésitons pas à aborder les sujets les plus tabous. On va en parler encore aujourd'hui. Oui, dans votre éditorial, vous poussez le bouchon très loin d'ailleurs, puisque vous affirmez que c'est notre histoire de France presque tout entière qui mériterait d'être réécrite. Alors ça, vous savez, c'est Jean Sévillat qui l'avait notamment écrit en préface de l'Histoire interdite numéro 1. Jean Sévillat avait eu la gentillesse de nous présenter l'intégralité du numéro. J'ai recité aussi un certain nombre de ses propos dans mon éditorial de cette fois-ci, et c'est dans cet état d'esprit que nous avons décidé de récidiver, suite aussi au nombre considérable de courriers que nous avions reçus, qui nous poussaient à refaire un numéro 2. Et Jean Sévillat qui écrivait que l'historiquement correct correspond à l'addition de couches idéologiques superposées. C'est exactement ça. On voit bien qu'à travers l'histoire, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous abordons des faits historiques qui remontent, on parle des croisades jusqu'à François Mitterrand, la gauche pédophile ou autre, on va en parler tout à l'heure, mais c'est un fait que le politiquement correct a profondément influé sur la manière dont on traite l'histoire, et je crois que les Français sont demandeurs d'une histoire vraie, et nous sommes là effectivement pour dire des vérités qui parfois gênent. Dans ce hors-série de Valeurs, vous abordez 30 sujets, 30 enquêtes, devrions-nous dire, pour contourner donc cette histoire officielle. Et ça représente quand même plusieurs semaines de travail, voire plusieurs mois. Écoutez, en ce qui concerne, par exemple, le sujet, les 8 pages que nous consacrons à la gauche, à l'activisme de la gauche pro-pédophile dans les années 1970-1980, ça a été quasiment une année d'enquête. Je crois que jamais un article n'aura été aussi fouillé, une enquête n'aura été aussi fouillée sur la question. On va évidemment y revenir. Alors oui, parce que vous commencez donc par cette charge sur des intellectuels de gauche qui défendaient la pédophilie, et vous attaquez vraiment un tabou français, un secret tellement caché, parce qu'on apprend qu'en 2020, encore, 2020, Anne Hidalgo, maire de Paris, honore avec une plaque commémorative un apologiste de la pédocriminalité. Mais oui, Guy Hockenheim n'était autre que celui qui avait créé, d'ailleurs dans Libération, un front de libération des pédophiles. Il faut savoir que le journal Libération, qui est aujourd'hui encore tout à fait encensé, a été pendant 20 ans le journal de propagande de la pédophilie, à la fois au niveau, je dirais, idéologique, mais aussi au niveau législatif. Nous en donnons de multiples exemples. Alors, vos auditeurs me pardonneront de ne pas citer à l'antenne tous les propos assez stupéfiants et orduriers qui ont été prononcés par les uns et par les autres, comme les textes des pétitions fort nombreuses qui ont eu lieu au cours de ces années. Mais on sera très étonné de voir le nombre de personnes qui ont effectivement soutenu la pédophilie, la légalisation de la pédophilie au nom du fameux interdit d'interdire des années 60. Lorsque Bernard Kouchner a été rattrapé par ses propos, Bernard Kouchner, signataire de ces pétitions à l'époque, a été rattrapé par ses propos en 2020, lorsque on a découvert que son propre fils avait été violé par le politologue et ancien eurodéputé PS Olivier Duhamel, on l'oublie souvent. Bernard Kouchner a expliqué que c'était il y a 40 ans, qu'il avait signé ça parce que Jacques Lang lui avait demandé, un petit peu comme si c'était la faute d'une époque, en oubliant que cette époque, c'était eux qui avaient contribué à la façonner. Vous citez par exemple Daniel Cohn-Bendit avec cette phrase maintenant devenue entre guillemets célèbre: la sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique, faut être honnête. Est-ce que c'est nécessaire de revenir sur ce dossier-là ?
Mais écoutez, je crois que c'est plus que jamais nécessaire. Pourquoi ? Parce que ce sont les mêmes... on va dire que c'est la nouvelle génération des donneurs de leçons qui sont les héritiers de cette époque. Et quand vous regardez bien tous ces signataires, les Sartre, les Aragon, les Glucksmann, les Solaire, les François Châtelet, Jacques Lang... André Glucksmann. Hein. André Glucksmann, absolument. André Glucksmann, le père de Raphaël Glucksmann. Alors effectivement, on n'est pas responsable des propos de ses parents. On notera qu'au passage, Marine Le Pen, 40 ans après la création du Front National par son père, doit encore répondre des propos de son père, ce qui veut dire qu'il y a un vrai deux poids deux mesures et que cette intelligentsia de gauche dirige toujours quelque part les esprits et nombre de médias. Des anciens ministres sont cités. On pense à Bernard Kouchner, on pense à Jacques Lang. En fait, ils n'ont jamais répondu de leurs actes. Et Jacques Lang, il a 84 ans, il vient d'être renommé à la tête de l'Institut du monde arabe jusqu'à, je crois, 87, 88. Mais tout à fait, vous savez, ce sont les mêmes, cette génération. C'est aussi la génération qui a été, pour certains, stalinien, pour certains, maoïste, soutien à Pol Pot. Ce sont ceux qui ont fait l'idéologie dominante de ces 40 dernières années. Et c'est pour ça qu'il était intéressant, à travers cette enquête extraordinairement fouillée dans laquelle nous avons retrouvé des documents, des pétitions absolument stupéfiantes qui, au nom qui prônant la liberté totale et pour tous, et donc pour les enfants, de vivre une sexualité, etc., était simplement la résultante d'une cohorte de pervers souhaitant vivre eux-mêmes leur propre perversité et la faire accepter par la société. Comment vous expliquez Daniel Cohn-Bendit est encore micro ouvert? Précisément à cause de ça, parce que c'est une icône et qu'on pas touche aux icônes. On sait très bien, vous Martial, comme moi-même, après nos années d'engagement, à quel point il y a le camp des méchants, il y a le camp des gentils. Le camp des gentils, on oublie, on excuse les choses. Le camp des méchants, entre guillemets, on n'oublie rien, on n'excuse rien, y compris quand on n'a rien à se reprocher en particulier. Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Louis Aragon, Philippe Solers. C'est des noms que vous citez, qui sont impliqués. Mais tout à fait, et qui ont signé des pétitions absolument, encore une fois, ahurissantes, non seulement pour le droit pour les enfants de vivre une sexualité avec des personnes de leur choix, qui ont défendu aussi des pédocriminels emprisonnés. Dans Libération, il y a eu... plusieurs tribunes signées notamment d'un certain Duguay qui avait été en prison pour avoir violé, puisque c'est bien de viol dont il s'agit, des enfants de 5, 7 ans. Et tous ces intellectuels ont soutenu de tout leur poids médiatique ces effarantes propositions. Avec des journalistes de Libération qui venaient dans les locaux de Libération avec leurs esclaves mineurs. Tout à fait. C'est là que ça se passe. Absolument. Autre tabou soulevé concernant cette gauche française dans son histoire, c'est que celle-ci a multiplié, alors ça aussi, ça ne va pas de soi, les propos antisémites de Voltaire à Zola, en passant par Proudhon, Blanqui et Jaurès parlant de bandes d'écumeurs juifs qui avancent sournoises et avides. Absolument. Jaurès, l'icône de la gauche. L'icône absolue de la gauche. Alors, on sait vaguement, effectivement, que Proudhon, que Blanqui, qui ont multiples rues à Paris et partout en France, on connaît un peu leur dérive antisémite, mais en ce qui concerne Jaurès, il faut savoir, par exemple, que Jaurès, même après le J'accuse de Zola, a continué à avoir des propos extraordinairement antisémites, qui étaient, effectivement, c'était pas le même antisémitisme, on va dire, que celui d'Édouard Drummond, par exemple, de la France juive. L'antisémitisme d'extrême droite, entre guillemets, était un antisémitisme parfois à caractère religieux. On accusait effectivement les Juifs d'avoir tué le Christ. Là, c'était vraiment un antisémitisme à caractère social. Le juif égale riche, égale, comment dirais-je, profiteur. Et c'est cela, effectivement, qui est la genèse de cet antisémitisme de gauche, dont on voit aujourd'hui, chez LFI ou à l'extrême gauche, qu'ils s'inscrivent tout à fait dans cette suite logique, dans ces gènes-là. Et c'est la raison pour laquelle il est très intéressant pour éclairer le présent
et l'avenir, d'éclairer aussi le passé sous la forme de ce qui s'est réellement passé. Allez, autre épisode, je trace la route, toujours sur cette gauche française, concernant cette fois-ci le Parti communiste français, il y a beaucoup de choses à dire, mais là, vous passez sur la fin des années 80. À cette époque, le Parti communiste chasse les immigrés à coups de bulldozer pour stopper, je cite, l'immigration officielle et clandestine. Yann Brossat ne va pas se remettre de la lecture de ce hors-série. Ah non, ni Yann Brossat, ni Roussel, l'actuel secrétaire général du PC, qui pourtant a adhéré au Parti communiste à l'époque où Georges Marchais tenait ces propos-là. Alors nous avons reproduit à l'intérieur l'intégralité, notamment d'une déclaration de Georges Marchais qui date de début 1981, suite à cette affaire de Vitry, dans lequel il est le secrétaire général du Parti communiste, le patron du Parti communiste. Tout à fait, il est le patron du Parti communiste. À l'époque, le Parti communiste avait en fait un discours sur l'immigration qui était assez proche de celui du Front National des années 80, sauf que le Front National, dans ces années-là, n'existait pas, ou n'existait pour ainsi dire pas, et il défendait, il s'attaquait à l'immigration parce qu'il considérait que c'était que les immigrés empêchaient, risquaient d'amener les travailleurs français au chômage, c'est-à-dire le discours que par la suite tiendra Jean-Marie Le Pen. On notera qu'en 1981, finalement, une partie de la droite qui était assez pro-immigré pour des raisons économiques a commencé à évoluer grâce aussi à Jean-Marie Le Pen vers un discours plus anti-immigré, tandis que la gauche, le Parti communiste en particulier, qui était très anti-immigré, est devenu, lui, très pro-immigré aujourd'hui. Mais quand vous dites que Georges Marchais, à ce moment-là, chasse les immigrés à coups de bulldozer, c'est pas qu'une image. C'est pas qu'une image. Bien sûr, ça s'est passé à la fin des années 80. J'étais d'ailleurs très étonné parce que j'en ai parlé un peu à mes enfants, à des amis. Plus personne ne se souvient de cette histoire qui avait pourtant à l'époque fait quand même grand bruit. Le Parti communiste ayant été attaqué par Le Monde, par Libération, tiens, on y revient, en expliquant qu'effectivement le Parti communiste était un parti raciste. Il avait été attaqué de toutes parts dans l'échiquier politique, y compris par la droite classique à l'époque. Mais le maire de Vitry avait cautionné l'attaque au bulldozer d'un foyer de Maliens dans sa ville pour en chasser les travailleurs maliens, considérant que sa ville ne devait pas être un ghetto d'immigrés et que les immigrés coûtaient trop cher à la commune. Voilà, on est au début des années 80. Tout à fait. Et donc on poursuit parce qu'il n'y a pas un lycée, une rue dans une ville qui ne porte le nom de Jules Ferry, et pourtant, là aussi, vous dites, il est l'inventeur de l'idéologie républicaine colonialiste. Les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Jules Ferry. Bien sûr. Alors, pour les personnes qui s'intéressent à l'histoire, évidemment, nous le savons, mais qui le sait parmi les nouvelles générations? Encore une fois, il s'agit de remettre en perspective la réalité des faits pour comprendre un peu comment les choses ont pu évoluer par la suite. Et aussi, je dois dire, si on peut se dire que il y a eu un camp qui, pendant des années, a eu raison et a été visionnaire, alors que le camp d'en face n'a pas été visionnaire, s'est trompé, ou en tout cas a considérablement évolué. Mais Jules Ferry, évidemment, c'est, je crois, la deuxième personne qui est au fronton des écoles aujourd'hui. Ça ne viendra à l'idée de personne. Et nous ne le réclamons surtout pas qu'on retire ces plaques de rue ou d'école au nom de Jules Ferry. Simplement, cela devrait, à minima, faire un peu taire ces belles consciences qui, encore une fois, de 1945 à aujourd'hui, ne cessent de nous donner des leçons de morale. J'ajoute un mot, il y a eu un film récent, vous savez, sur l'affaire Goldman, par exemple. Je pense que vous connaissez le fameux dicton, lorsque le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Lorsqu'on parle de Goldman, c'est toujours sa mort mystérieuse en 1979 qui provoque des débats, etc. Mais on oublie de s'intéresser à ce qu'a été vraiment l'affaire Goldman. Goldman a été accusé de 2 assassinats. Le procès Goldman recelait énormément de zones d'ombre, et s'il n'avait pas été soutenu, là encore, par cette même gauche bien pensante, Simone Signoret, Yves Montand, Sartre, Beauvoir, on retrouve toujours les mêmes partout, il n'y aurait pas eu de 2e procès.
Et il n'aurait pas été acquitté de ces 2 assassinats. Arnaud Folch, heureusement que vous ne demandez pas de déboulonner les noms de rues ou les noms de lycées, parce que sinon ça va faire du travail, parce que dégommant à nouveau cette gauche et ses oripeaux, vous n'hésitez pas à déboulonner au moins les statues de certaines icônes, à l'image de Louise Michel, la célèbre Vierge rouge, statufiée, sacralisée par la gauche, et elle est pour vous la construction d'un mythe. Louise Michel, un certain nombre d'historiens l'ont dit, l'ont écrit. La gauche avait besoin, si vous voulez, d'un mythe féminin. Elle n'a pas été particulièrement active sous la Commune. Lorsqu'elle a été déportée, elle a pu continuer à faire son travail de professeur. Elle avait par ailleurs des amitiés dans la droite nationaliste, antisémite, réelle. On est encore une fois toujours très 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 loin de la vérité officielle. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de dire voilà quels sont les faits. Nous ne portons pas de jugement. Je crois qu'effectivement l'histoire elle est complexe. On a le droit de se tromper, on a le droit de faire des erreurs, on a le droit à beaucoup de choses. Mais ce qu'on n'a pas le droit lorsqu'on s'est autant trompé, qu'on a fait autant d'erreurs, c'est de donner autant de leçons de morale depuis des années aux personnes qui, bon an mal an, se sont battues pour la patrie, pour la défense d'un certain nombre de valeurs et d'un certain nombre de vérités. La fausse icône rouge. A contrario, quand même, tout au long de ce numéro de hors-série, vous avez aussi la volonté, toujours peut-être à rebours de l'histoire officielle, de réhabiliter de nombreuses figures, que cette histoire officielle a soit salie, soit oublié. Je pense par exemple à 2 personnalités qui n'ont rien à voir, en l'occurrence, une assez connue, Louis XVI, une aussi connue, mais bien différente, le maréchal Lyautey. Louis XVI, qu'est-ce qu'il y a à réhabiliter ? Écoutez, Louis XVI, aujourd'hui, vous le savez fort bien, Louis XVI, il passe, on parlait tout à l'heure du camp des gentils, du camp des méchants. Louis XVI, c'est l'incarnation du camp des méchants, si l'on peut dire, si l'on peut caricaturer ainsi. Il faut savoir, nous on s'est intéressé au bilan, c'est notre ami Éric Letty qui a fait cet article, on s'est intéressé au vrai bilan de Louis XVI à la veille de la Révolution. Il faut savoir que la France était le pays le plus riche du monde, devant la Grande-Bretagne à l'époque, que 90% des paysans étaient propriétaires de leurs terres, ce qui était un chiffre inouï pour l'époque. Voilà pour Louis XVI. On cite encore de très nombreux exemples. L'histoire de l'armoire de fer, inventée de A jusqu'à Z pour servir effectivement la cause des gentils, Robespierre et autres Danton. Quant à Lyautey, une seule chose, il est encore aujourd'hui vénéré au Maroc. On peut avoir au centre de Casablanca une magnifique statue du maréchal Lyautey dans toute sa splendeur sur son cheval. Les Marocains, eux, savent que ce n'est pas ce que l'on raconte. Encore une fois, celui qui a été sans doute le plus colonialiste dans le sens dur, c'était Jules Ferry. Lyautey, lui, ayant une attitude beaucoup plus humaine que reconnaissent notamment le Maroc, où il était gouverneur général. Voilà, s'il y a encore une vieille ville à Marrakech que les touristes peuvent visiter, c'est grâce à lui. Tout à fait, absolument. Même le fameux hôtel La Mamounia, qu'on cite comme le plus bel hôtel du monde, est une création du maréchal Lyautey. Est-ce que vous pensez quand même qu'il est nécessaire de réhabiliter ces gens-là ? Alors je me dis, j'entends par exemple un député de l'Essonne, LFI, qui passe son temps à encenser Robespierre. Je me dis, après tout, pourquoi pas réhabiliter Louis XVI ? Ou est-ce que vous pensez que c'est, il faut que les jeunes générations le sachent, et puis... Écoutez, je crois que c'est important quand même de connaître la vérité. Je veux dire, encore une fois, comment peut-on porter un jugement sur les situations actuelles si on ne sait pas ce qui s'est réellement passé ? Mais je tiens à préciser que ça demande aujourd'hui un effort et des travails d'enquête extrêmement difficiles, car beaucoup de traces ont disparu. Quand vous voulez lire des choses sur... vous parliez de Louis XVI, mais c'est vrai à l'inverse sur d'autres personnalités. On ne trouve plus ces informations-là. Il faut lire de gros livres d'historiens sérieux, mais si vous interrogez aujourd'hui les Français, et notamment les jeunes générations sur Louis XVI, on va vous dire, le gros serrurier, un culte qui n'a rien compris, qui était une espèce de tortionnaire mou, on va dire. Et Robespierre, on trouvera chez lui une certaine forme
forme de romantisme, de jusqu'au-boutiste moral. Or, tout cela est faux. Archi faux, et c'est cela, je crois, qu'il faut répéter sans cesse. Un peuple sans mémoire, c'est un peuple qui cesse d'exister. Eh bien, on va retrouver ce Valeurs hors série. Dites-moi, on va le retrouver où, d'ailleurs? Écoutez, dans tous les kiosques et sur la boutique du journal, où on peut se le procurer aisément. Le journal sort aujourd'hui dans les kiosques, avec un tirage exceptionnel de 45 000 exemplaires, parce que la réussite du premier nous avait vraiment engagés à publier cette suite, qui, encore une fois, fourmille de révélations, d'anecdotes et de documents, pour la plupart inédits. Alors, le tout pour 11,90 €. Merci beaucoup Arnaud Folk. Merci Martial.